C'est juste génial et c'est en fait une arme à faire rêver et c'est pour ça qu'elle sera utile toute ma vie. Bienvenue dans le G-Show, le premier podcast destiné à la gestion de projet. Aujourd'hui, avec nos deux invités, Adrien Hainaut et Edgar de Pomereau, on va parler études, management et bien sûr, gestion de projet. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette première émission de Le G-Show. Ici Paul et nous sommes très contents de lancer ce premier épisode. Je dis nous parce qu'aujourd'hui on est 5 autour de la table. Mes deux co-animateurs préférés, Julien et Yann. J'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Ça va et toi, Paul ? Merci, très bien. Et aujourd'hui on a fait le choix d'inviter deux anciens étudiants du master dans lequel on étudie actuellement d'évaluation et de gestion de projet à la Sorbonne, Edgar de Pomereau et Adrien Hainaut. Et avec eux, on va pouvoir parler de leur parcours, de leur vision, de la manière dont ils ont fait la transition dans le monde professionnel. Donc je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Edgar, bienvenue Adrien. Salut les gars, merci pour l'initiative, ça fait plaisir. Alors, on va commencer par toi, Edgar. Toi qui es un petit peu l'icône de notre génération du Master EGP, comme t'es l'ancien président. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter ton parcours et ton histoire ? Ok, alors mon histoire, ça va être très court. Mon parcours, par contre, donc je suis rentré à l'université Paris 2 Panthéon-Assas après un bac éco-G, économique et social, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait une double licence économie et sciences politiques. Et dans le cursus à Assas, j'ai eu beaucoup l'occasion de m'investir dans beaucoup d'assos. Et ça, c'était très important et ça a été déterminant dans mes choix futurs. Donc je suis allé dans la junior entreprise de l'université, également à la présidence de la Fédé des assos, où j'ai pu être élu pour représenter les étudiants de la fac quelques fois. Et tout ça, ça m'a fait réaliser que j'aimais beaucoup la gestion de projet, que j'aimais beaucoup les survoler, on va dire, un peu beaucoup de problèmes pour trouver une solution précise. Et donc, je suis rentré à la Sorbonne en gestion de projet, où j'ai pu faire le double cursus avec l'université du Delaware aux US, qui a été exceptionnel. Et derrière, je suis rentré en stage chez Accenture Consulting, qui m'a permis ensuite de rentrer chez Wolters Kluwer, un éditeur néerlandais pour lequel je bosse actuellement. Voilà. Eh bien, merci. C'était un peu long. Non, merci Edgar, c'était très bien. Tu nous as bien présenté ton parcours qui est riche à la fac et même en dehors. Je vais maintenant proposer à Adrien aussi de se présenter. Voilà, si tu peux nous parler de ton parcours un petit peu avant le master, après le master, ce que tu as fait aussi en parallèle et puis où tu en es aujourd'hui. Moi, j'ai suivi une suite assez logique. J'ai fait quasiment même tout mon post-bac à la Sorbonne. Je suis tombé amoureux de l'institution. Et du coup, j'ai fait une licence en stratégie économie d'entreprise après un bac ES. Et ensuite, le master EGP. Donc, dedans, j'ai fait une certification. J'ai pas fait le double master, mais une certification à l'université du Delaware, qui était tout aussi intéressante. Et après ça, j'ai eu un stage chez Nova Veolia où je travaillais en tant que chef de projet innovation dans le domaine de la Smart City, que j'ai trouvé super intéressant et plutôt assez logique après la formation. Justement, comme vous avez le même parcours, Edgar et toi, au niveau master, à part le double master au Delaware ou la certification, mais j'aimerais un peu savoir ce qu'a apporté le cursus, justement, parce qu'on est tous dans le même ici, le cursus EGP ou évaluation et gestion de projet de la Sorbonne. Qu'est-ce que ça vous a apporté donc pour toi, Edgar, dans ton travail aujourd'hui, et toi, Adrien, dans tes entretiens, et comment tu peux le vendre en fait? Ce qui intéresse nos auditeurs aussi et sûrement futurs étudiants. Honnêtement, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux un petit peu moduler ton discours selon les secteurs, parce qu'on est formé sur la transversabilité. Du coup, on peut vraiment se diriger vers n'importe quel secteur, n'importe quel domaine. Ça, c'est super intéressant. Il y a une forte composante recherche aussi qui nous forme intellectuellement et que j'ai trouvé personnellement très stimulante, avec beaucoup de synthèse, de la recherche académique, des choses comme ça. Et puis surtout, on est formé sur l'innovation. Donc on se penche sur à peu près tous les domaines et ouais, on a une formation qui est finalement très globale et super pertinente en ce qui concerne le management. Ouais, je rejoins complètement Adrien en fait là-dessus, c'est-à-dire que le master est hyper transversal et vous permet un peu de toucher à tout. D'ailleurs, ça se voit dans les débouchés dont on parlera plus tard.
des étudiants diplômés du master, on va avoir un éventail assez impressionnant en termes de secteur d'activité et de spécialité. Et le master, moi, ce que j'ai le plus aimé dedans, c'est vraiment le côté effectivement, ouais, innovation, recherche, apprendre à faire de la recherche, alors que j'étais très très professionnel de base. Je voulais pas du tout, j'étais pas intéressé par la recherche, mais finalement, ça nous aide énormément. Être capable de trouver la bonne info, de la présenter, de montrer des sources fiables, ça va légitimer votre discours et toute votre vie, vous allez vous en servir en fait. Pas à un niveau de doctorant évidemment ou de docteur, mais vous allez l'utiliser à un niveau de master 2 qui est très très intéressant. Et aussi la dimension anglaise. La dimension anglais, pardon. On a énormément donc de cours en anglais donc dès la deuxième semestre du S1 en M1 et tout le M2, voire bah, bon, si vous partez aux États-Unis, là je ne vous cache pas que c'est plutôt le français. Est-ce que vous le parlez? Non, Ouais. plus trop. Donc voilà, c'est toutes ces dimensions qui vous préparent. Et c'est ça qui vous a poussé à choisir un peu le master EGP, le fait que ce soit une formation plutôt large, plutôt transversale. Vous préfériez avoir un master qui vous laissait le choix un peu plus tard de pouvoir vous orienter dans un secteur plutôt qu'un autre, ou vous auriez préféré peut-être choisir une sélection un peu plus spécifique? Moi, je voulais, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire à la fin de ma double licence. Et d'ailleurs, si vous regardez sciences politiques et économie, vous comprendrez pourquoi. Hein. J'étais pas mal enfin, je veux dire, ça n'a pas trop à voir, même si c'est dans le même socle. Et ce que je voulais une formation en école de commerce. Mais si vous voulez, déjà, c'était hors de question d'aller en dessous du top 5 parce que enfin, 10 000 € l'année pour aller à Neoma, enfin, c'est bien, mais c'est pas forcément ce que je voulais faire. Et du coup, je voulais absolument une formation généraliste avec un master en management qui permet un petit peu les mêmes opportunités assez larges et les mêmes salaires assez larges que propose une école de commerce. J'ai trouvé le master EGP et sa dimension internationale, et c'est celui qui y ressemblait en fait le plus euh, par justement tout l'ensemble des matières étudiées et l'approche qu'avaient les professeurs avec autant de chercheurs que de professionnels pour enseigner. Mhm. Je voulais aussi rajouter que le directeur de master, Monsieur Negassi, est quelqu'un de très très influent dans le domaine de l'innovation. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il a Ouais, notamment bien sûr. coécrit avec un prix Nobel d'économie, Nordhaus. Et puis ouais, il connaît beaucoup de monde dans ce niveau-là et dans ce milieu-là, et c'est quand même un gros Ouais, atout. ça a été un gros atout pour ton choix de sélection du master, c'est ça? Ouais, entre autres, hein, en plus de la pertinence du cursus, mais c'est vrai que c'est un atout supplémentaire. Et au niveau innovation, ça t'a, tu, comme tu as eu l'expérience de travailler chez Veolia dans l'innovation, tu trouves que le master a été plutôt pertinent dans ta formation sur ce domaine-là? Ouais, totalement. Ouais. En fait, on voit vraiment toutes les composantes de l'innovation. On a de la propriété, enfin, du droit de la propriété intellectuelle, du financement de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du management de l'innovation. Du coup, on sait vraiment de quoi on parle, on sait comment se positionner sur un marché. On sait aussi analyser l'offre pour laquelle on travaille et qu'on structure. Et tout ça de manière assez Mhm. instinctive, en fait. On a toutes les données théoriques et une fois qu'on se retrouve là-dedans, on comprend assez facilement l'environnement dans lequel on est, on s'adapte très rapidement. En fait, Ok. moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'avoir un master assez généraliste, c'est un gros atout, tout simplement parce que du coup, on peut s'adapter à plusieurs situations et dans plusieurs domaines. Mais comme vous devez le savoir, on est en train en ce moment de faire les sélections, ou plutôt les nouveaux étudiants sont en train de postuler. Et je reçois Mhm. énormément d'étudiants qui ont peur justement de faire un master évaluation et gestion de projet car c'est très large. Et qu'est-ce que vous aimeriez répondre justement à ces étudiants qui ont, au lieu de voir la largeur de l'évaluation et la gestion de projet ou d'être chef de projet comme un atout, le voient plus comme une peur ou comme une crainte? Euh, Moi, je vais répondre à un truc assez simple, c'est que qui dit gestion de projet dit prise de décision, dit management. Sans gestion de projet, en fait, t'es un exécutant ou un ingénieur. Si c'est pour apprendre des hard skills et faire un métier en particulier, on a ce qu'on appelle le master spécialisé. Autrement, vous pouvez effectivement faire des masters 2 très spécifiques, comme par exemple finance, asset management, marketing, digital, je sais pas. Il y a plein de masters très précis, mais ils vont pas vous donner plusieurs cordes à votre arc, ils vont vous en donner qu'un seul. Ça, ils vont vous apporter des hard skills. Alors que notre master, il va vous apporter un peu de tout. Et vous allez pouvoir rentrer en tant que junior de toute façon à peu près où vous voulez. Et ça se voit encore une fois dans les diplômés où est-ce qu'ils vont travailler.
En tant que junior, ce qu'on lui demande au junior, c'est d'être capable de travailler en équipe, de savoir parler anglais évidemment, et d'être transversal en fait, parce qu'on va lui demander énormément de choses. Et après, il apprendra les skills les plus importants. Donc, pour moi, en fait, ça peut que être une arme, puis c'est ce qui est recherché par les entreprises. Elles vous l'enseigneront, hein, la BNP, si vous voulez faire de l'asset management, vous allez à la BNP, ils vous l'enseigneront très bien, hein. Ils vous prennent en junior, vous allez faire ça toute la journée, ils vont vous montrer sur Excel les macros. Alors, je suis assez d'accord. Le fait qu'on soit hyper adaptable, en fait, c'est surtout un atout. Après, c'est vrai que ça peut décontenancer, parce que les entreprises ont souvent besoin de hard skills et du coup, ils se retrouvent face à un profil différent. Mais une fois que tu sais le vendre, c'est vraiment un atout. On se différencie très très rapidement. Et puis moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai horreur de la monotonie et j'avais pas envie d'un travail tout le temps le même, me retrouver devant mes fiches Excel à faire la même chose tous les jours. Et c'est vrai que du coup, de se retrouver dans quelque chose où on te forme sur l'adaptabilité, la transversalité, c'est génial, quoi. Ça te permet de continuer à assouvir ta curiosité tout au long de ta vie. Je suis fan. Voilà, je voulais un peu rebondir là-dessus parce que, je pense beaucoup à cette perception du manque de compétences techniques, en fait, dans certains secteurs. Parce qu'au fur et à mesure on a eu l'occasion de rencontrer des professionnels au forum de l'emploi, notamment avec Paul, et on s'est dit que, voilà, ils nous ont conseillé de se spécialiser dans des secteurs d'activité, et on s'est demandé, voilà, si on manquait pas de compétences un peu techniques du terrain. C'est vrai qu'on a beaucoup de compétences théoriques, mais cette transversalité, est-ce que justement c'est pas non plus handicapant? Est-ce qu'il faut savoir la mettre, voilà, que ça soit un avantage pour nous, finalement? De toute façon, à ce moment-là, moi, ce que je dirais à ce moment-là, s'il y a des inquiétudes, il faut faire des stages. C'est pas la transversalité des compétences, si vous voulez. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est de la théorie. Vous faites un master 2 en asset management, vous allez avoir l'impression d'être un dieu en asset management. Vous avez l'impression d'avoir tout compris. Vous allez faire vos pivot tables sur Excel, vous allez être un roi. Vous allez rentrer en asset management, vous allez vous prendre une énorme claque. Votre manager va vous expliquer que vous savez pas compter, et vous allez l'accepter parce que vous n'aurez pas le choix. Et parce que de toute façon, en fait, on est obligé de vous enseigner de la théorie avant de faire la pratique. Et c'est ça, je pense, qui est important et qu'il faut retenir, c'est on peut pas de toute façon arriver dans un métier et tout savoir, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Les juniors, ils savent rien de base, sauf des ingénieurs. Encore une fois, faut pas confondre tout. Tu vois, un ingénieur, c'est vrai, il sort de Polytechnique. Tu sais faire des trucs, tu sors de Mmh. Polytechnique, mais tu crois que le mec qui sort d'HEC, il est très très fort en finance? Non, il est très très fort en réseau, le mec d'HEC. Très très fort en réseau, il sait s'habiller, il sait. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'on achète, tu vois. Ah, c'est clair. Et Ah, j'avais passé un entretien d'ailleurs où moi j'étais assez inquiet justement par mon profil. J'avais fait quelques stages, mais je manquais encore un petit peu d'expérience de terrain et j'en ai fait part. Et la personne qui m'interviewait m'a répondu tout simplement ouais, attends, on recrute un junior, t'inquiète pas, on sait que tu as tout à apprendre encore, tu vois. Mais les entreprises en ont conscience et franchement, c'est pas un problème. Et donc justement, à tous ces étudiants qui stressent un petit peu parce qu'ils ont peur, pas de se lancer dans la vie professionnelle, mais justement d'être perçus comme, trop jeunes ou plutôt, inexpérimentés. Est-ce que vous avez justement des conseils à leur accorder à tous ces étudiants qui étudient la gestion de projet, que ce soit aujourd'hui dans notre M1, dans notre M2 ou ceux qui nous en coûteront pour plus tard? Est-ce que vous avez des conseils au niveau des stages, de comment se vendre, de comment vendre le master? ouais, je dirais qu'il faut en faire dès la L1, si possible. Les stages, il faudrait les faire le plus tôt possible, en fait. Et ça, c'est pas grave si on nous écoute et qu'on est en L3 ou en M1 et qu'on n'a pas fait de stage, c'est pas grave, mais faites-les maintenant. L'été, il est pas fait pour rien faire, hein. Il est très long, l'été universitaire, vous avez le temps de faire des stages, et c'est ça qui est demandé. Je me souviens, quand j'étais en entretien chez Accenture, il m'avait dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'avait dit les étudiants j'aurais demandé pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas d'étudiants universitaires. Parce que si vous regardez les promotions des grosses boîtes de conseil, les Big Four, etc., ils ont très très peu d'universitaires. Et alors on se dit, ah, c'est parce qu'ils sont mauvais, etc. Non. Les RH, ils ont été très clairs. Ils m'ont dit, le problème, c'est que la plupart des étudiants de la fac qui viennent vers nous, parfois, ils ont des très bons profils, des très bonnes formations, mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de stage. Et nous, on prend les gens en école de commerce parce qu'ils ont des stages. Et les mecs, ils en font dès la L1. Enfin, en B1, la bachelor 1, je sais pas comment, en première année d'école de commerce, on vous force à faire un stage ouvrier. En deuxième année, un stage ouvrier, c'est-à-dire, je sais pas, ranger des cartons chez Carrefour. Ensuite, en L2, on va vous dire, bon, bah, faites de la compta, par exemple, chez Carrefour. Et puis en L3, on va vous dire, bah, maintenant, tu fais de l'audit chez KPMG. Enfin, tu vois, et ça monte comme ça. Et c'est ça qui est recherché par les entreprises et que les étudiants font pas. Et la fac, effectivement, vous forcera jamais à le faire.
Mais c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et là, on vous dira plus jamais, vous savez pas faire quelque chose si vous avez assez de stages. D'accord. Ouais, donc l'expérience pro, elle est plus que nécessaire en parallèle de ton cursus universitaire. Et ça, on le voit nous aussi maintenant quand on est en master. Quand on est en licence, on s'en rend pas forcément compte directement, mais quand on est en master, quand on discute beaucoup avec les entreprises, c'est la première chose qu'ils vont regarder au-delà des skills que vous avez pu avoir pendant votre master. C'est fondamental. Absolument, c'est Et exactement ça. ouais. Et Edgar, tiens, tu as évoqué un peu le conseil, parce que notre master en évaluation et gestion de projet, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce master-là avec la volonté de faire du conseil derrière, parce que ça a toujours été un peu la voie royale. Est-ce que vous avez un petit avis sur le fait d'aller dans des boîtes de conseil? Ok. Le, le conseil, alors, enfin, si la question c'est quel est notre avis sur le conseil, le master, il prépare extrêmement bien en conseil, puisque justement, un consultant, il va faire énormément de choses. Et c'est ce que nous enseigne le master, c'est d'être transverse. Et puis l'anglais. Le consultant, il est content quand tu parles anglais parce que la plupart du temps, les boîtes de conseil, en tout cas les grosses, elles emploient la moitié de leurs employés en Inde ou dans des trucs comme ça, ou dans des pays un peu plus grands, un peu plus loin. Et vous allez devoir bosser avec plusieurs timelines différentes et surtout, dans un seul language, c'est l'anglais. Donc Ouais. ça, c'est vraiment une forte dimension du conseil qui est appréciée. Ça vous permet de toucher à tout. C'est génial comme lanceur de carrière, c'est génial pour flaguer sur votre CV que vous êtes capable. Moi, j'ai envie de dire, pour un étudiant de l'université, faire du conseil après son master universitaire, c'est montrer qu'il aurait pu faire une école de commerce sans problème. Si vous voulez, c'est un peu l'école de commerce qu'on n'a pas faite. Le conseil, c'est une formation. Moi, je vois ça un petit peu comme quand tu es junior, c'est une formation et ça te donne un certain niveau de diplôme en fonction de ta boîte. Donc, c'est prouver que tu es capable de. Mais le conseil en soi, tous les jours, sur une daily basis, c'est faire Excel et PowerPoint pour un consultant senior qui lui-même doit rendre les slides que vous avez fait à un manager junior qui lui-même doit les rendre à un manager senior et ça remonte jusqu'au partenaire, vous voyez. Et Ouais. finalement, c'est le partenaire qui balance un document sur la table du client. Donc, vous allez vraiment toucher à beaucoup de choses, vous allez voir, mais vous êtes plutôt un spectateur quand vous êtes junior dans le conseil. Puis, Ok. Mine de rien, c'est quand même super pertinent. On voit qu'il y a énormément d'étudiants de notre master qui finissent dans le conseil, que ce soit chez Accenture, Capgemini, EY, toutes ces boîtes-là. Et ouais, comme le disait Edgar, c'est très logique. On est formé sur la transversalité. Encore une fois, on va être amené à changer constamment de projet, d'équipe, à s'adapter. Et c'est un soft skill sur lequel on est formé. après, moi, j'avais parlé justement à Partners de chez EY, que peut-être Edgar tu connais, qui est Monsieur Baller, qui m'avait Ah, justement Stéphane. expliqué que la formation, oui, voilà, Stéphane, qui m'avait expliqué que la formation était très réputée et très bien adaptée justement au métier du conseil. Et moi, je ne m'oriente pas spécialement dans ce métier-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui veulent s'orienter vers le conseil. Et j'aimerais savoir quels sont justement le point fort du master. Qu'est-ce qui fait que le master se démarque des autres pour travailler dans le conseil? L'innovation, sans aucun doute. L'innovation, l'innovation, l'innovation. Moi, je me souviens de quand j'étais en entretien avec Accenture, il y a enfin, il y a un moment où on est passé de l'entretien où les mecs ils regardaient leurs feuilles, puis ils regardaient mon CV, puis vous savez, sans me regarder dans les yeux en mode ouais, je suis le 36e candidat de la journée, ils en ont rien à foutre. Et puis, ils m'ont demandé qu'est-ce qui était ce que j'étudiais le plus dans le master, enfin, on va dire, comment dire, la matière fondamentale du master, et j'aurais dit innovation. Et là, les yeux des deux recruteurs se sont levés. Donc, c'était pas des RH, c'était un consultant senior et un partenaire. Et là, ils m'ont regardé, et là, ils m'ont dit, ah oui, alors c'est quoi l'innovation? Et je leur ai défini l'innovation comme on m'a appris à la définir dans le master. Ensuite, on est rentré dans une discussion. On a quitté l'entretien, on est rentré dans une discussion, on a parlé d'innovation. À la fin, on s'est levé, on s'est serré la main, j'ai su que c'était fini et que c'était plié. C'est ce qui est extrêmement recherché parce que l'innovation, c'est la création de valeur. Et c'est ça que veulent les entreprises. Et c'est ça, un problem solver, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser l'innovation, de faire de l'innovation. Et pour ça, il faut déjà savoir ce que c'est. Ouais, c'est un thème qui est extrêmement abordé dans le master. Nous, on est dedans là cette année, on en a beaucoup parlé. Et vous, est-ce que vous le retrouvez énormément en entreprise ensuite, ou de la même manière que vous le trouviez dans le master, cette notion d'innovation, ou de manière détournée? C'est plutôt de manière détournée, je dirais. Ouais, comme je vous l'expliquais au début,
on a toute cette typologie, toute la théorie sur l'innovation qui nous permettent, nous, de l'identifier après. Et en fait, de mieux comprendre à quoi on a affaire et de prendre les bonnes décisions une fois qu'on a bien identifié tout ça. Euh, Après, bon, effectivement, il y a des compétences comme la protection de la propriété intellectuelle, des choses comme ça, le financement de l'innovation qui reste très utilisé. Justement, quand on parle du master, et ce qui intéresse beaucoup les étudiants et les futurs étudiants, c'est le partenariat qu'il y a avec le Delaware. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour nous de se projeter cette année pour le moment avec le coronavirus. Mais j'aimerais savoir justement déjà comment s'est passée votre expérience, puisque vous avez fait et la certification et l'échange. Donc vous avez vu les deux facettes en fait de ce que propose le master. Je voulais savoir un petit peu comment vous avez vécu, ce que ça vous a apporté, et surtout comment vous le valorisez aujourd'hui dans le milieu professionnel, parce que pour vous en avoir déjà parlé, je sais que c'est quelque chose de quand même un gros poids fort de votre CV, si ce n'est le plus gros. Donc pour savoir votre ressenti par rapport à ça. Edgar, je t'en prie, hein, t'as fait le master, t'avais passé un petit peu plus de temps là-bas, tu pourras mieux en parler, et moi j'y viendrai après. Pour moi, c'était avant toute chose, la plus belle expérience de toute ma vie. Parce qu'on vous Ok. met, voilà, je veux dire, je vais le dire, non, mais c'est très honnête et c'est de très loin, hein. Je suis pas en train de pouvoir comparer, c'est pas comparable. On vous envoie, dans une, université américaine et on vous traite comme un étudiant américain. Vous êtes dans les cours, vous êtes noté pareil, enfin le prof, moi je me souviens, j'étais arrivé, j'avais dit à un prof à un moment donné, il me disait: «Ouais, vous deviez lire donc, 3 chapitres par semaine et me faire un rendu et cetera». Moi je lui dis: «C'est super dur pour moi» et il m'a dit: «Tu es dans ma classe, bah, c'est pareil». Et je l'ai fait et ça s'est très bien passé. Mais en gros, ce double cursus, il est vrai. C'est pas comme, on va pas vous mettre avec des internationaux, on vous met en vraie immersion. Le fait que ça soit l'université du Delaware qui soit choisie, c'est, si vous regardez les les classements, c'est de la fac pour faire la fête aux États-Unis et ça, je peux vous dire que, ils savent la faire. Donc c'est une aventure exceptionnelle. C'est un spring break à Cancun, c'est, c'est des vacances de dingue, c'est des soirées incroyables. C'est des potes que vous vous faites pour la vie. Mhm. Mais non, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est le plus gros point fort du CV parce qu'en fait, vous faites rêver les gens. Parce qu'à l'entretien, quand le mec il va vous demander comment c'était là-bas, vous allez pouvoir le faire rêver facilement. Vous allez pouvoir lui dire, mais enfin, j'ai tout fait. Qu'est-ce qui me manque? J'ai vu les trucs là-bas. Je me suis fait des potes extraordinaires. J'ai étudié d'une manière différente, sous un nouvel angle. J'ai appris à faire des choses différentes. J'ai appris à être autonome dans un pays à l'autre bout du monde, à voyager partout. Enfin, c'est juste génial et c'est en fait une arme à faire rêver et c'est pour ça qu'elle sera utile toute ma vie. Et elle sera Mmh. utile à toute la vie de ceux qui seront capables de la faire. Et tout ça pour 200 euros. Hein. Ok, on n'est pas en train de payer les 50 000 dollars l'année. C'est 50 000 dollars l'année là-bas. Le semestre, il doit être à 36 000 dollars, quelque chose comme ça. Là, vous payez 1000 euros, 1000 dollars d'assurance maladie parce que c'est la loi, et vous payez le housing et la bouffe. C'est Ouais. exceptionnel. Ça a pas de comparaison, ça n'existe pas ailleurs. Ouais, et puis ça se vend vraiment très très facilement. Vous vous êtes encore une fois adapté à un autre système éducatif. Vous avez prouvé que vous pouviez parler anglais. Que ce soit la certification ou le double master le prouve. Il y a même plus besoin de l'expliquer, c'est sur votre CV. Euh, Puis ouais, franchement, c'est magique. Vous êtes dans un campus américain, c'est tout ce que vous avez vu dans les films. Vraiment, il y a pas de cliché. Enfin, le cliché est fondé du moins. Et les profs sont incroyables. Moi, j'ai appris plein de choses on a eu des cours sur l'agile, sur l'énergie, beaucoup sur l'énergie. Et je pense que même si ça vous intéresse pas, le cours, il est passionnant. Que vraiment, c'est pas des profs français. Vous avez jamais vu ça. Non, c'est différent. Le campus est super agréable à vivre. Vraiment, les gens qui nous accueillent sont incroyables. On est invité chez les profs, on vit avec les Américains, c'est vraiment agréable. Ouais. Ça fait un peu rêver. Pour nous qui sommes en M1, tu te dis, ouais, je suis pressé d'être l'année prochaine, Ouais, tu je vois. comprends. Ça vaut Non, vraiment mais le je vous coup. comprends. Ça donne vraiment envie et puis en plus dans la manière dont vous en parlez, c'est formidable et je pense aussi que dans les métiers du conseil, je pense qu'on a beaucoup besoin de voilà, comme disait Edgar, on a beaucoup besoin de parler anglais, on est amené forcément à voyager énormément et je pense que même les certifications, je voulais revenir là-dessus aussi Adrien sur ta certification pour dans le secteur des énergies. Je pense que tu as pu aussi bien la valoriser grâce à ça. Ouais, totalement. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté vraiment cette certification? Parce que honnêtement, j'ai des interrogations sur qu'est-ce qu'on fait pendant une certification?
qu'est-ce que c'est concrètement une certification? Moi, j'en avais aussi. Moi, en gros, la certification, elle est quand même assez aérée. On a le temps de voyager. On a fait toute la côte est. On est allé à Washington, Philadelphie, New York. On a fait plein de choses. Et à côté de ça, on a plein de cours qui sont soit dans des classes avec les étudiants, soit dans la IN, l'auberge. Et on, on étudie plein de choses, que ce soit l'innovation en complément avec le master, mais des choses qu'on n'a pas vues, genre un vrai cours sur la gestion de projet appliquée. Nous, on a eu toute la théorie en France, là, c'était appliqué. On a eu un Génial. chef de projet, je crois qu'il avait construit le canal de Suez ou je sais pas quoi. Donc le gars brillant, en plus il lâche des petites blagues et il est super drôle. Euh, ça t'apprend énormément de choses. Ouais, sur l'agile. Moi, dans l'énergie, j'avais plein de choses à dire, plein d'exemples. On parle géopolitique, on parle d'énormément de choses. Et puis, encore une fois, ça fluidifie et mine de rien extrêmement l'anglais. C'est vrai, et ça, tu l'as valorisé en post-master quand tu as voulu travailler. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu as fait concrètement en étant dans les projets d'innovation, dans l'énergie, toi, quand tu es revenu en France ensuite? Quand je suis allé chez Nova Veolia, moi, j'ai surtout travaillé sur l'aspect mercantile de la chose. Donc, je faisais beaucoup de benchmark, de la veille de marché. Énormément de synthèse et ça franchement le mémoire de recherche il m'a aidé comme jamais, je m'y attendais pas en fait. Et en fait le mémoire de recherche on a dans ce master, je sais pas si vous en avez entendu parler encore, Ouais, bien mais sûr. c'est un mémoire de synthèse. Vous avez 5 papiers académiques que vous avez sélectionnés, donc déjà faut savoir chercher dans une base de données académiques. Et après, on fait de la synthèse. Donc, vous passez de 150 pages à 20 pages. Et ça, c'est énormément valorisé en entreprise. Et j'en ai fait beaucoup, donc avec un profil junior. Donc, on a tout ce qui est présentation PowerPoint, des Excel et compagnie. Et après, c'était sur tous les éléments de la Smart City. Moi, Ouais. j'étais dans une structure agile où on avait, c'était une holding en fait avec 7 ou 8 startups de mémoire. Et du coup, je les aidais à coordonner un petit peu les équipes, à affecter les différentes compétences sur les différents projets. On abordait plein de thématiques. Et c'est vrai que le Master EGP m'a pas mal aidé pour ça. C'est que je me retrouvais à me pencher sur des sujets assez complexes comme l'IoT avec plein de capteurs différents, machin. Et en fait, on récupère vite l'information, on s'adapte très très vite. Et ça, je pense que je le dois au Master. Et on a parlé de plein de sujets Et différents. Et... d'ailleurs, comme il y a des gens qui ont pas fait de gestion de projet, tu peux expliquer, juste détailler un peu ce que c'est, parce que souvent on parle de structure agile, etc. Mhm. Qu'est-ce que c'est que dans le monde de l'entreprise une structure agile? Alors, la structure agile, c'est, en tout cas à Nova Veolia, ce que j'ai vécu, mais je pense que c'est un petit peu les fondements de la structure agile, c'est une petite équipe qui se réunit constamment. C'est la méthode Scrum. Donc, comme les mêlées en rugby, Ouais, bien sûr. voilà, elles se concertent constamment. Ça communique beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les avancées de plein de projets en même temps. C'est ça aussi la méthode agile, c'est qu'on traite plein de projets en même temps. Et c'est super stimulant parce qu'on a la tête un peu partout, mais en même temps on n'oublie rien, on garde les contraintes en tête, Mhm. on gère les délais. Voilà, c'est ça la gestion de projet. Ah oui, Ouais. ouais. Et puis, enfin, voilà, je voulais rajouter que, voilà, moi, personnellement, tu vois, c'était un secteur, le secteur des énergies qui m'intéressait particulièrement. Mhm. C'est le secteur aussi que j'ai utilisé pour candidater dans le master EGP. Je pense que, voilà, j'en ai eu l'occasion d'en discuter un petit peu avec monsieur Negassi, d'échanger là-dessus, même au cours de l'entretien. Et je voulais, voilà, voir avec toi un petit peu les qualités que tu penses, les enjeux aussi du secteur des énergies. Quels sont aujourd'hui les enjeux, ce qu'il faut comme qualité, pour s'y intégrer, pour comprendre aussi comment ça fonctionne et surtout comment l'intégrer, et comment toi tu l'as intégré? Alors les enjeux ils sont multiples, on est en pleine transition énergétique, on essaye de passer sur du Bien sûr. renouvelable. Ouais. Donc il y a aussi plein d'offres qui se créent. Donc ça c'est énormément d'opportunités pour nous. Bon après on est en concurrence avec les ingénieurs, donc faut se vendre différemment. Tu étais beaucoup sur de la coordination, de la planification, ce genre de choses? Pour le moment pas trop, mais j'ai pas fait de gestion de projet brute parce que on répondait énormément à des appels d'offres pour chez Nova Veolia pour récupérer des parts de marché.
D'accord. Et que pendant que j'y étais, on en a pas eu. Du coup, j'ai eu toute la préparation, la phase en amont du projet, mais j'ai pas eu de suivi d'un grand projet Smart City. Après, j'ai suivi des petits projets sur les CRM, l'hypervision, des choses comme ça. Mais vu que c'était la méthode agile, ça se faisait assez naturellement. Il n'y avait pas les diagrammes de Gantt, la planification forcée, tout ça. Mais ça, on nous l'apprend aussi et je pense que j'en serais capable. Moi, j'avais juste une petite question. C'était, tu te comparais, tu disais que tout à l'heure, on était en concurrence avec les ingénieurs. Est-ce que vous pensez réellement que vous rentrez dans les mêmes catégories, dans le sens où vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas appris les mêmes choses? Est-ce Dans que le vous marché de pensez l'énergie, vraiment, du enfin, je moins. pense, oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous êtes vraiment directement en concurrence sur les ingénieurs, ou les ingénieurs ont plus un poste précis et toi un poste différent? Je sais pas si Hmm, tu vois ce que je veux dire un petit peu. c'est une bonne question. Après, effectivement, en fait, faut pas oublier qu'un entretien, c'est aussi quelque chose de très humain. On a un contact avec la personne et lui, il va rechercher une personnalité. Donc, soit il recherche des compétences, un hard skill pour un problème précis et posé, soit il recherche un profil, une personnalité qui s'adapte, donc tout ce qu'on vous a décrit là. Mmh. Et du coup, à la fois, on est en concurrence parce qu'on se bat pour sensiblement les mêmes postes, parfois, du moins ceux sur lesquels je me positionne. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de concurrence aux yeux du recruteur parce il a deux profils complètement différents. Et du coup, une petite question, justement pour toi Adrien et aussi pour toi Edgar. Quand vous parlez du poste que vous visez, tu vises quel poste justement Adrien dans le milieu de l'énergie, et toi Edgar, quel poste tu vises dans le milieu du conseil en fait? Quels sont vos postes, pour les prochaines années, mais aussi d'ici 15-10 ans quoi, en finalité? Moi, j'avoue que j'aime beaucoup. Alors, l'appellation, c'est ingénieur brevet. Bon, ça n'en fait pas forcément, ça fait pas forcément de moi un ingénieur, mais c'est tout ce qui est protection de la propriété intellectuelle, et protection de l'innovation en fait. Ça, j'ai trouvé ça incroyable et ça, c'est mon rêve. Après, pour le moment, je pense qu'il faut que je fasse un petit peu de conseil dans l'énergie ou de la gestion de projet dans des grands groupes pour prendre un petit peu en compétence. Et toi Edgar, c'est quoi voilà, le poste que tu Ouais, vises maintenant ou dans 10 ans? Heu, à vrai dire, je sais pas vraiment. Moi, j'ai toujours fait des choix ou d'aller vers des postes qui m'ouvrent beaucoup de choses. Donc là, tu vois, actuellement, dans le graduate programme, que je fais, j'ai l'occasion de travailler sur plein de postes différents. Mmh. Hem, j'ai pu travailler en produit, j'ai pu travailler en vente, dans le secteur de la vente, j'ai pu enfin, au sein de la même entreprise. Là, en ce moment, je suis dans le secteur, stratégie. Je suis dans l'équipe stratégie depuis le début du confinement. Je fais énormément de postes. Du coup, si tu veux, moi, j'en suis toujours à savoir quelle spécialisation je veux en tant que junior. Donc, c'est déjà d'autres questions. Moi, j'essaie de voir un maximum. C'est ce que j'arrive à faire grâce aux choix que je fais. Je pense que dans 10 ans, je me vois plutôt à un poste, tu vois, assez managérial, mais avec une dimension internationale. Il faut que je voyage, j'ai besoin de ça, j'aime bien. Puis, franchement, les hôtels sont pas si dégueux, surtout quand c'est gratuit. Donc, il y a plein de voilà, moi j'aime bien voyager partout dans le monde, donc c'est ça. J'aimerais bien dans 10 ans être dans un poste comme ça, avec une grosse dimension relationnelle parce que j'aime beaucoup l'humain, et surtout l'humain qui signe des gros chèques. Voilà. Et justement, si tu voulais travailler avec, enfin, toi et Adrien, le fait d'être partis aux États-Unis et d'avoir un profil quand même vachement international, vous avez jamais pensé à faire un VIE Ah, pour, j'allais y après le venir. stage ou le stage? Ça, c'est Bien Adrien, vu. ça, c'est pour lui Ça, ça. c'est très bien vu, ça. Je l'ai pas mentionné juste avant parce que je suis dans des processus en ce moment, mais avec le confinement, ça prend un petit peu de temps et tout ça. Mais c'est vrai que depuis le début, moi, je rêve de voyager, et de partir. En plus, je suis chez mes parents, donc j'en ai marre. Et j'ai envie de partir dans un autre pays, parler anglais. Puis c'est vrai que le VIE, c'est très sélectif, donc hyper valorisant sur un CV. Et bon, Tu peux détailler ce que c'est que le VIE pour ceux qui savent pas forcément, ouais, je peut-être pour les gens qui sont ok. peut-être en licence et qui savent pas ce que c'est qu'un VIE? C'est donc un volontariat international entreprise.
Et c'est un contrat financé par l'État français. Donc des grandes entreprises françaises vont envoyer des petites recrues juniors un petit peu partout dans le monde, dans leurs antennes mondiales pour, Ouais. pour servir leurs intérêts économiques. Donc tu te Mmh. retrouves propulsé je sais pas où. Il y a souvent, ce qui est intéressant, c'est que il y a souvent des CDI à l'issue des VIE. Je crois qu'il y a 75% de recrutement après ça. Donc les entreprises font un grand pari sur vous. C'est aussi pour ça que c'est très sélectif et que les processus de sélection sont super longs. Mais, mais c'est très très stimulant, quoi. Tu te retrouves dans un pays que tu connais pas, tu parles anglais, tu te retrouves dans une équipe où on te confie énormément de responsabilités, que le VIE il est envoyé aussi pour résoudre un problème en fait. Oui, justement, pour poursuivre aussi là-dessus, vous aviez donné quelques conseils en licence, et cetera. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme stage en fin d'études, comme justement comme stage de fin d'études pour nous qui rentrons en M2 l'année prochaine? Et même sur quel choix on devrait un petit peu se pencher sur nos stages de fin d'études et même après? Est-ce que, voilà, j'ai entendu parler de vos conseils en master spé, mais est-ce que vous avez aussi d'autres conseils? Comment vous envisagez, vous, et comment vous avez envisagé votre passage, master 2 au monde professionnel? Je sais pas, de mon côté, je dirais que j'ai vraiment voulu, foncer, en fait, si tu veux, sur un truc qui me ferme pas de porte et au contraire qui m'en ouvre. C'est pour ça que, j'ai voulu, absolument faire du conseil. Parce que comme je savais ce que je voulais pas que je savais pas ce que je voulais faire, il fallait absolument que j'ai toutes les cartes en main et qu'on me dise pas: «Ah ben non, mais tu t'es mis en finance, tu es en finance». Bon, il s'avère que c'est ce qui s'est passé. Mais parce que je suis en finance maintenant. Mais je voulais absolument avoir, quelque chose d'open et c'est pour ça que je suis allé en conseil, personnellement. Moi, je me suis rapproché du secteur dans lequel je voulais bosser, donc l'énergie et l'environnement. Je pense que c'est pertinent de choisir sa première expérience qui est la première que les personnes vont voir et vont tendance à vous étiqueter. Donc c'est pertinent de choisir un stage, ouais, d'avoir une expérience qui correspond à ce que vous voulez faire. Ouais, ça, il faut bien choisir son stage de fin d'études. Ouais, c'est Faut important. être très, très vigilant sur ce qu'on choisit parce qu'on peut être étiqueté quand même. Voilà. Et après, j'avoue que Absolument, tu seras étiqueté. pourquoi pas faire un petit Tu seras doctorat étiqueté. plus tard, dans quelques années, mais pas pour le moment. Pour le moment, je veux bosser. Et juste Ah Ouais. oui. je rebondis très vite là-dessus, juste pour vous demander quand est-ce que vous avez trouvé votre stage aussi de fin d'études? La rentrée de M2 se fait en septembre et quand est-ce que vous avez trouvé le stage? Vous l'avez trouvé Edgar, c'était le facilement, premier de la rapidement? promo, donc il va vous Ouais, je raconter, pense. mais Ça a pris beaucoup de temps ou est-ce que ça a été plutôt rapide en fait? Est-ce qu'on vous a rapidement décroché un Oh, stage? mec, c'était chiant parce que tu reçois des mails sur LinkedIn, tu reçois des coups de fil, enfin bref. Oui, des propositions, il y en a eu. Dès le M1, on m'a proposé des CDI perso. C'est des trucs, il y en a, excusez. t'inquiète pas. Tu auras Soprasteria qui vont te contacter, CGI, tu auras plein de boîtes qui vont te contacter. Il y aura pas de difficulté vis-à-vis de ça. Moi, j'ai trouvé le stage chez Accenture. Je suis juste allé sur leur site web. Je me suis dit bon, allez, on s'en fout. Il s'avère que ça a marché et qu'ils m'ont recontacté. J'ai pas eu de recommandation nulle part à aucune entreprise où j'ai postulé, mais en moyenne, j'ai été accepté, ouais, je sais pas, dans 80% des entreprises où j'ai dû candidater. Et les 20% restants, c'est parce que j'ai essayé de forcer et de faire des relations publiques alors que je n'ai pas fait Sciences Po. Hein. Voilà. Donc, c'est, Bien tenté. ouais, mais je l'ai tenté parce que j'aurais bien aimé, tu vois. C'est un peu la peine de ma vie d'avoir vu que j'étais fermé là-dessus. Et du coup, si ça se trouve, c'est parce qu'on m'a dit non que je voulais absolument y aller. Mais voilà, c'est très très facile. Et moi, j'ai trouvé le stage, mais je sais pas, mais hyper, ouais, hyper tôt. Je me souviens, c'était au début de l'année, quoi, au début de l'année universitaire. Et les gens faisaient quoi la plupart du temps, par curiosité? Dans votre promo, qu'est-ce que faisaient les gens en stage? Enfin, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, par exemple, si vous avez encore des nouvelles? Bah, on a des gens un peu partout. On a des gens, donc tu vois, ça va du marketing chez Porsche jusqu'au truc, je pense que c'est chef de produit chez Dior. On a énormément de consulting. Mais alors au niveau consulting, on a toutes les boîtes qui existent, hein, voilà. En général, c'est jamais des petites. On a très, très peu de gens qui vont dans des petits cabinets. C'est toujours, des plus ou moins gros. Donc soit des middle, mais qui sont des gros en France, soit des gros internationaux. Heu et puis après Adrien, je sais pas, Ouais, innovation, on ouais, en a je crois que tu en as quelques-uns dans d'autres. Tu en as d'autres en tête? l'IT, dans l'énergie. Il y en a un ou deux par an qui part en finance. Euh, Ouais, Honnêtement, ouais. c'est super varié. Et encore une fois,
on est transverse, c'est parti, on choisit le secteur qu'on veut, on y va. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, moi. C'est pour ça que j'ai choisi ce master aussi, quoi. Ça te ferme pas de porte. Donc il y a l'intérêt de prendre le bon stage après le master, comme le master est assez général, donc il faut vraiment choisir le stage qui va bien nous spécialiser, si j'ai bien C'est compris. ça. Mais est-ce C'est que ça, vous, exactement. est-ce que vous favoriserez plutôt un stage dans une très grosse boîte qui serait très reconnue du coup, Mhm. ou plus dans une petite boîte pour apprendre de pouvoir toucher un peu plus à tout en fait, Ah, la d'être grosse un peu boîte, plus libre de vos propres actes. La grosse boîte, c'est intéressant parce que c'est l'étiquette et ils recrutent pas non plus n'importe qui. Donc, ça prouve que tu as su passer une sélection, que tu as su séduire un recruteur et Mhm. surtout que tu sais t'adapter à un environnement dans une multinationale. Donc, moi, perso, j'irais plus vers la grosse boîte. Après, je pense que c'est aussi pertinent d'aller dans une petite boîte si tu veux prendre en compétences. Enfin, il y a des bons côtés dans les deux. Et toujours dans les stages, je sais pas si ça a été le cas pour votre promotion, mais est-ce que vous avez des personnes qui sont parties faire leur stage de 6 mois à l'étranger? Est-ce que, Oui. comme le master est développé à l'international, vous êtes déjà partis à l'étranger pour faire vos stages? On Ouais, ouais, en a eu ouais. une qui est partie en Afrique. On a eu un Emmanuel. On a eu un Emmanuel Ah qui oui, est parti 2. au Ah oui, Panama. c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Ouais, non, ça Ouais, se au fait, ça se Panama, fait. après le Delaware. Les paradis fiscaux dans le master EGP, c'est une vraie histoire. Il y a un vrai lien. Une histoire d'amour. Bah nous, on n'est pas loin du Luxembourg, ça Ouais, passe. c'est bien. Voilà. Non, mais honnêtement, ça se fait vachement. On a un profil qui se vend facilement à l'international. Vous avez énormément d'arguments pour et c'est Ouais, le clairement directeur du envisageable. master, vous êtes beaucoup, hein. Parce que si vous voulez, en fait, par faire un stage international, ça correspond à des trucs chiants à faire pour l'administration. Donc, comme vous avez un peu d'expérience avec l'administration de Paris 1, vous savez que ce qui est chiant pour eux, ça veut dire qu'ils peuvent pas le faire. Si c'est chiant, ils peuvent pas. Et pourtant, tu vois, Negassi, enfin, Monsieur Negassi, le directeur du master, les a beaucoup aidés. Et en fait, il y avait juste aucun problème. Elles ont juste entendu oui. Mais derrière, il y a d'autres réalités. Il y a Monsieur Negassi qui a secoué tant qu'il fallait pour que ça marche. Et ça marche chaque année, il en a, et chaque année, il y a des étudiants qui font des stages à l'international, même parfois, ils prolongent leur stage au-delà de 6 mois, et ça fonctionne sans problème parce qu'il y a un vrai soutien de la part du directeur. Bah ça, c'est cool qu'on parle de ces belles paroles d'encouragement quant au master. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir finir cette émission sur le fait que le master il soit international, transverse, qui puisse vous faire rentrer dans des secteurs qui sont plutôt riches. Et ça, je pense que vos témoignages ont été très intéressants là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, une petite phrase à dire à un étudiant aujourd'hui qui se retrouve en fin de licence et qui cherche un peu sa voie? Moi, j'aurais surtout un conseil pour les gens qui décident d'aller dans notre master, c'est de s'investir dans l'asso. On a appris énormément de choses, nous. C'était vraiment une expérience ultra enrichissante. C'est encore plus pertinent avec de la gestion de projet. On apprend à gérer une équipe, à parvenir à un objectif et c'est quelque chose qui se vend aussi super bien. Donc, n'hésitez pas à vous investir, à faire perdurer le master. Et moi, de mon côté, en conseil, faites des stages, putain. S'il vous plaît, faites des stages. Ok ? Et tout se passe pas bien. Ouais. C'est maintenant la fin de ce premier épisode, alors merci Edgar, merci Adrien d'avoir participé à cette émission, c'était un vrai plaisir. Je vous remercie aussi Yann et Julien. On se retrouve bientôt, d'ici là vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à commenter, à partager et à très bientôt.